par les banques et avec les réglementations mises par les États sur les conseils que leur ont donné les banques, on peut dire que une grosse partie de l'épargne française est gérée au profit des banques, des gérants, etc., mais profite pas tellement à celui qui a épargné. Donc vous prenez le côté de l'épargnant. Complètement. C'est-à-dire, je dis, c'est absolument scandaleux. Il y a des façons que j'essaie de décrire où on peut gagner à peu près 4% en termes réels sans prendre aucun risque, et vous pouvez arriver à 6 si vous jouez un petit peu. En termes réels, à 6% en termes réels, vous doublez tous les 12 ans votre capital, et les banques, si vous avez du pot, vous donnent du 1 ou du 1,5. Et le reste, c'est ce qu'elles prennent en frais sur votre dos. Alors qu'il n'y a aucune raison, puisqu'elles ne rajoutent pas de valeur. Je serais tout à fait d'accord pour que les banques gagnent plus, au-dessus de 4% réel, puisque tout le monde peut faire 4% oui. réel sans se fatiguer. Donc, si elles amenaient quelque chose au-dessus de 4% réel, elles peuvent prendre. Mais quand elles me prennent mon capital, ça va pas du tout. Donc, ce que j'essaie de dire, vous savez, j'ai un amour immodéré pour les gueux, pour les petits gens. Voilà. Et donc, vous expliquez. Alors, vous commencez par expliquer ce que j'appelle votre carré magique. Oui. Hein, c'est-à-dire à quel endroit on se trouve dans l'évolution entre croissance et inflation. Et je vais donc vous poser 2 questions sur l'immobilier. Parce que vous expliquez que quand il y a et de la croissance et de l'inflation... Oui, il faut avoir de l'or. Il faut avoir de l'or et sans ou doute des de valeurs l'immobilier. refuges. Des valeurs refuges. Donc on peut avoir de l'immobilier là-dedans. Le seul truc qui m'ennuie avec l'immobilier, dans un pays normal, je dirais oui. Mais ce qui m'ennuie un petit peu en France, c'est que le droit de propriété n'est pas vraiment respecté. Donc l'immobilier, vous avez l'impression qu'il est à vous, et finalement, il est peut-être pas à vous, quoi. C'est parce qu'avec tous les impôts qu'on a mis dessus, sur ceci, sur cela, etc., aujourd'hui, l'immobilier, il a un gros inconvénient, c'est une valeur refuge, mais ça peut pas prendre le train pour Bruxelles, hein. Parce que vous pouvez partir avec votre or. D'accord. Donc, on peut mettre, en théorie, le logement, par exemple, si vous vivez dans votre immobilier, très bien. Mais d'immobilier comme placement, j'ai mes doutes, parce que j'ai des amis qui ont beaucoup d'argent, et beaucoup d'entre eux sont en train de se défaire de leur immobilier parce que ça leur rapporte plus rien. D'accord. Mais ça c'est pour le logement. À cause des pressions fiscales, réglementaires, etc., qui sont mises sur l'immobilier. Donc l'immobilier en lui-même devrait être un bon placement, mais l'État se débrouille pour le capturer. C'est-à-dire que si j'ose dire, il y a quasiment 100% d'impôts sur l'immobilier aujourd'hui en France. Je sais pas si vous êtes d'accord. Oui, malheureusement sur l'augmentation fiscale, oui. Sur le fait que certaines personnes ont quand même gagné pas mal d'argent de l'immobilier. Oui, ah, voilà. Ils ont gagné. Alors, justement, vous avez un autre carré, un autre coin dans votre carré magique, qui est le scénario où il y a une croissance sans inflation. Et là, vous mettez les valeurs d'efficacité. Alors, j'aimerais vous poser une question très précise, parce que quelqu'un que vous connaissez, Pierre Scheffler, a fait un calcul qu'il a publié, que j'ai trouvé très très intéressant, pour montrer que l'immobilier d'entreprise prenait 100% de l'inflation dans sa performance et 30% du PIB. Donc, est-ce qu'on pourrait mettre dans les valeurs d'efficacité les foncières cotées, les CPI? Vous pourriez, encore une fois, si le monde ne changeait pas, mais là j'ai un autre problème, c'est que c'est l'Internet. C'est-à-dire qu'autrefois, tout le monde allait au bureau, maintenant ils y vont quand ils doivent faire une réunion, quoi. Donc, il y a en quelque sorte... beaucoup d'activités se sont dématérialisées, y compris dans le domaine du bureau. On est d'accord. Mais quand on parle d'immobilier d'entreprise, on parle aussi bien entrepôt logistique, locaux d'activité, etc. Les entrepôts, tout ça, oui, le bureau, en ce moment, c'est pas tellement la peine. C'est pas terrible. Mais vous seriez d'accord pour mettre cet immobilier d'entreprise dans les valeurs d'efficacité? Voilà, tout à fait. Surtout si vous réussissez à le louer, je sais pas qui, à la Poste ou à IBM, comme. Voilà. Et effectivement, on observe que les foncières cotées, par exemple, ont des très belles performances, en généralement même au-dessus des actions, et ça sur toutes les places boursières. Alors, maintenant, je vais arriver sur des questions plus générales. On parle plus immobilier, on parle placement en général, mais je pouvais pas m'en empêcher quand même. Bien sûr. Il y a un point formidable dans votre livre, qui est le portefeuille permanent de Harry Browne. Étonnant ce truc, hein. Étonnant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots? C'est un concept qui a été développé par cet Américain. Mettons que vous ayez 4 grands scénarios économiques. Vous avez la croissance sans inflation. Là, il faut avoir des actions, parce que les profits montent comme des fusées, etc. Puis vous avez la croissance avec inflation. Là, il faut avoir de l'or. Puis vous avez pas de croissance et de l'inflation, c'est la stagflation. Et là, il faut avoir du cash. Et puis que si vous rentrez dans une dépression d'inflation, il faut avoir des obligations d'État. Donc, à chacun des 4 cadrans correspond un placement privilégié. Et ce que dit Harry Browne, c'est que vous dites, j'y comprends rien. D'ailleurs, personne n'y comprend rien. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un quart de mes actifs dans ce truc-là.
je vais rebalancer une fois par mois, une fois par an, une fois tous les trimestres, c'est-à-dire que je reste un quart, un quart, un quart. Et sur tous les pays du monde, je l'ai testé, hein, sur tous les pays du monde, vous faites du 4% réel avec une volatilité très inférieure à celle d'une obligation. Donc, c'est très étonnant parce que ça veut dire que dans le système capitaliste, il y a un invariant qui fait que si vous répartissez vos actifs dans les 4 grandes catégories, vous faites du 4% réel. C'est bien. C'est extraordinaire. Moi, c'est ce que je trouve extraordinaire. Il y a une sorte de magie. De formule magique, quoi. Oui, et quand vous étudiez, vous comprenez pourquoi. C'est assez simple, c'est que quoi qu'il se passe, dans les 4 là, il y en a toujours 2 qui montent et un qui baisse. Et un qui fait rien. Et donc, les 2 qui montent plus que celui qui baisse. Et le 4e, il fait rien, il fera quelque chose la fois d'après. Et c'est assez marrant. Et donc, c'est un portefeuille qui est naturellement diversifié. Et si vous mettez plein d'actions dans votre portefeuille, vous n'aurez pas un portefeuille diversifié. Parce que les actions, quand elles se pètent la gueule, elles se pètent la gueule toutes ensemble. Tandis qu'en général, quand les actions se pètent toute la gueule ensemble, il y a les obligations qui montent. Et puis, vous avez le cash qui monte aussi. Et peut-être l'or aussi, vous voyez ce que je veux dire. Donc, à chaque fois, il y en a... C'est un portefeuille qui est une espèce d'écosystème qui se répond les uns aux autres. Moi j'ai trouvé fabuleux cette formule magique qui en fait qui est à l'épreuve de l'histoire. Ah, complètement, je l'ai testé. On l'a testé sur la France où on a des données annuelles depuis 1840 et ça marche toujours sauf s'il y a une guerre sur le territoire national. À ce moment-là, le potentiel productif est détruit et la seule chose qui marche, c'est l'or. Oui. Donc si vous voulez, mais alors, justement, pendant les guerres, il marche plus. Mais par exemple, vous prenez l'Ukraine et la Russie, vous faites le portefeuille magique sur la Russie, il a très bien fonctionné. Vous le faites sur l'Ukraine, il est... Oui. Parce que c'est un complément intéressant, ça. Mais alors justement, vous parlez de guerre et vous parlez d'or. Oui. Alors, il y a quelque chose que je trouve fascinant. Alors, vous ne l'avez pas abordé, si je comprends bien, dans votre livre, si j'ai bien lu. Oui. Aujourd'hui, on pense qu'il y a entre 5 et 6 millions de détenteurs de crypto-monnaies. Oui. Bon, généralement Bitcoin, mais également d'autres. Oui, en fait, il y en a qu'une qui soit sérieuse, c'est le Bitcoin. Mais allez-y. Essayez de trouver des solutions fiscales aux problèmes de vos clients, ce qui est très bien. Mais n'oubliez jamais que si le gouvernement vous donne un avantage fiscal, c'est que c'est un investissement merdique. Parce que si c'est un bon investissement, il n'aurait pas besoin d'avantage fiscal. Par exemple. Donc, voilà. Alors, revenons sur les cryptos. Oui. Moi, ce que je trouve fascinant, c'est que nos métiers sont passés en gros à côté de cette vague. Oui. Comment vous trouvez-vous cette vague? Parce que 5 millions, plus de 5 millions de détenteurs, on n'est pas loin de 6 millions, semble-t-il. C'est en dehors de tout encouragement alors fiscal, en dehors de tout encouragement des autorités, même bien au contraire. Comment vous expliquez ce phénomène? C'est assez simple. L'un des besoins humains, c'est d'épargner. Je crois que c'est vraiment nécessaire. On ne sait jamais ce qui va se passer. Donc, vous voulez épargner. Pour que vous épargniez, il faut que vous ayez des valeurs refuges qui garderont leur valeur quand tout se pètera la gueule. Historiquement, pendant tout le 19e siècle, c'était les obligations d'État. C'était les guilds, vous savez, les emprunts britanniques. Depuis la chute du mur de Berlin, les gouvernements ont décidé que ce qu'il fallait faire maintenant, c'était ruiner les épargnants. En mettant des taux d'intérêt à zéro, donc les obligations ne sont plus des réserves de valeur. Ça vaut plus rien. Vous le savez. L'or, c'est bien, mais c'est vachement difficile à acheter à cause de toutes les contraintes réglementaires qu'il y a dessus. On peut vous le piquer, c'est quand même très difficile et tout. Donc, il y a eu, à l'intérieur du système économique, une volonté de créer une réserve d'épargne qui soit pas accessible au gouvernement. Et donc, on a créé la blockchain, le digital. Et ce qu'il y a de fascinant avec ça, c'est que la valeur n'a pas, pour un bon économiste, la valeur n'a pas de support objectif. Et donc, le crypto a de la valeur parce que tout le monde pense que ça a de la valeur. Pourquoi l'or a-t-il de la valeur? Parce que tout le monde a toujours pensé que ça avait de la valeur. Oui. Personne ne se dit, après tout, ça sert à rien. C'est vrai, si vous êtes dans le désert avec 10 kilos d'or, vous préfériez une bouteille d'eau, quoi. Donc, ça n'a pas de valeur objective, mais ça a une valeur subjective. La valeur n'est que subjective. Et là, il y a donc 5 millions de personnes qui ont décidé qu'ils allaient créer un outil dont ils admettraient qu'il a la valeur que eux détermineraient. C'est-à-dire, c'est plus déterminé par un État, c'est déterminé par la communauté des gens qui sont dedans. C'est une forme de monnaie qui est fascinante parce que il y a 2 raisons. La première, c'est que la monnaie peut être appuyée sur l'État. C'est-à-dire, si vous acceptez pas la monnaie, on vous met en prison, on vous coupe la tête ou on vous étripe. Vous voyez, c'est le truc normal. Ou la deuxième, c'est l'or, qui est une preuve de travail. Et là, vraiment, les gens, pour extraire de l'or, c'est difficile, etc. Et là, vous avez une preuve de travail, peut-être, parce qu'il y a l'énergie, etc. Mais il n'y a pas du tout de support gouvernemental. Donc, c'est la première monnaie dans l'histoire qui soit faite contre les gouvernements. C'est marrant. C'est marrant.